Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de GTO. On va voir ensemble ce qu'est réellement la GTO, quelle est son application aux tables, quand est-ce qu'on doit l'appliquer, et enfin, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas à propos de la stratégie GTO. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le concept, GTO c'est l'acronyme de Game Theory Optimal. Je pense que ça ne vous a pas avancé des masses, et c'est pour ça qu'on va essayer de voir ce qu'est concrètement le concept de GTO. Alors, c'est un concept emprunté à la théorie des jeux et appliqué au poker. La game theory, ou théorie des jeux en français, n'est pas quelque chose d'unique au poker. C'est un domaine mathématique qui propose une description formelle d'interaction stratégique entre des joueurs. Je vous renvoie à la description Wikipédia de la théorie des jeux si vous souhaitez plus de détails. Pour faire simple, la théorie des jeux, c'est une branche mathématique qui s'intéresse à la prise de décision stratégique. La théorie des jeux se divise en plusieurs branches selon le type de jeu auquel on joue. On aura par exemple les jeux coopératifs ou non coopératifs, les jeux à somme nulle et à somme non nulle. Le poker est d'ailleurs un jeu à somme nulle, car les gains d'un joueur sont exactement les pertes de l'autre. Les jeux simultanés, comme le pierre-feuille-ciseaux. Les jeux séquentiels, comme les échecs ou le jeu de Go. Les jeux à information complète ou à information incomplète. Les échecs sont un jeu à information complète, là où le poker est un jeu à information incomplète, aussi appelé jeu bayésien. A noter ici qu'un jeu peut être dans plusieurs branches à la fois. Le poker est par exemple un jeu à somme nulle et à information incomplète. Nos gains proviennent strictement des pertes adverses et lorsqu'on joue, on ne possède pas les informations sur le jeu de notre adversaire. Donc le concept de game theory est un concept qui s'applique à des domaines bien plus vastes que simplement celui du poker. Le concept s'applique d'ailleurs même à des domaines qui ne font pas vraiment partie de la catégorie des jeux. C'est le cas notamment de son application dans les relations internationales, dans l'économie, les sciences politiques ou sociales, etc. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, le poker donc, la game theory c'est la branche mathématique qui va nous permettre de prendre des décisions. Et la game theory optimale, donc la GTO, c'est l'idée derrière laquelle, en jouant une stratégie parfaitement GTO, on ne pourrait pas être exploité. Il n'y a donc pour l'adversaire aucun moyen de réduire notre win rate. À la limite, si l'adversaire fait des erreurs, cela pourra augmenter notre win rate, mais en aucun cas il ne pourra améliorer sa stratégie pour rendre la nôtre moins bonne. On dit donc du jeu GTO qu'il est inexploitable. Du coup, on devrait se demander à quoi ressemble la stratégie GTO et on devrait même commencer par se demander si une stratégie GTO est possible au No Limit Hold'em. Alors théoriquement, oui, c'est possible, mais en pratique, on n'arrive pas encore à avoir une solution parfaite. Mais on peut s'en rapprocher grâce à des modèles simplifiés. En d'autres termes, si on voulait résoudre complètement le No Limit Hold'em, il faudrait donner la possibilité aux joueurs d'utiliser n'importe quel sizing. Or, ça générerait des calculs beaucoup trop importants et cela demanderait une puissance de calcul gigantesque. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on réduit le nombre de sizing qu'il est possible d'utiliser afin de simplifier les calculs et d'avoir une solution partiellement GTO. Et même avec ça, on se retrouve souvent avec une légère déviation de l'équilibre de Nash. Mais ça reste tout de même extrêmement bon comme solution. Et on peut partir du principe qu'une stratégie GTO est possible au No Limit Hold'em. Pour comprendre plus facilement à quoi ressemble une stratégie de jeu optimale, on peut se référer à des jeux plus simples dans un premier temps. Par exemple, si on prend le jeu de Morpion, aussi appelé Tic-Tac-Toe, ce jeu où il faut mettre 3 croix ou 3 ronds en ligne dans une grille, il existe une stratégie optimale. Et si on l'applique, dans le meilleur des cas, l'adversaire fait une erreur et on gagne, et dans le pire des cas, l'adversaire ne fait pas d'erreur lui non plus, et on fait match nul. Donc aucun moyen de perdre si on applique la bonne stratégie. Autre exemple, au jeu de pierre-feuille-ciseaux, il existe une stratégie optimale qui est de faire 33% du temps chaque action, donc 33% du temps pierre, 33% du temps feuille et 33% du temps ciseaux. Le problème de cette stratégie, c'est que peu importe la stratégie de l'adversaire, on ne pourra jamais gagner, mais on est assuré de ne jamais perdre, car notre stratégie est inexploitable. En ce sens, le poker se rapproche plus du jeu de Morpion, car lorsque notre adversaire dévie de la stratégie optimale, cela nous fait gagner, là où au jeu de pierre-feuille-ciseaux,
la stratégie optimale nous assure simplement de ne pas perdre. Au poker, le principe est le même, mais comme vous vous en doutez sûrement, c'est extrêmement plus complexe. Et en réalité, c'est si complexe que c'est juste impossible à mettre en place pour un humain. Comprenez ici que si la stratégie devait être rédigée dans un livre, ce livre ferait probablement des milliards de pages. Pour vous donner un ordre d'idée, au No Limit Hold'em en Heads Up, le nombre de points de décision unique est de l'ordre des 10 puissance 161, là où le nombre d'atomes dans l'univers est de 10 puissance 80. En d'autres termes, il y a plus de points de décision au poker que d'atomes dans l'univers observable. Et c'est juste pour le heads up. Donc s'imaginer pouvoir appliquer une stratégie parfaitement GTO aux tables est une aberration. Un des plus gros problèmes des solutions GTO au poker, et ce qui les rend si complexes, c'est qu'elles nécessitent énormément de mix entre tous les combos. Le fait de mixer les combos signifie prendre différentes actions à différentes fréquences pour un seul et même combo. Et je vous rappelle qu'il y a 1326 combos possibles au poker. Donc selon la situation, pour un seul et même combo, vous allez pouvoir miser à une certaine fréquence ou checker à une certaine fréquence. Et si l'adversaire mise, vous allez pouvoir call à une certaine fréquence, raise à une certaine fréquence ou alors fold à une certaine fréquence. Et chacune de ces actions ouvre une nouvelle branche de l'arbre qui elle-même permet encore de mixer. Et notez bien ici que je n'ai pas parlé de sizing. Dans les mix d'actions au sein d'un même combo, il peut aussi y avoir des mix de sizing. Donc ceci vous permet peut-être de mieux vous rendre compte à quel point c'est complexe et pourquoi c'est impossible pour un humain d'appliquer cela de manière précise. Sachant en plus de ça que sans l'utilisation d'un RNG, donc Random Number Generator, c'est simplement impossible pour un humain de connaître précisément à quelle fréquence il fait quelle action. Si je vous disais de mixer un combo précis à 50-50 dans une situation précise sans RNG, alors il est fort probable qu'au bout d'une heure, vous vous soyez perdu dans vos comptes et ne sachiez plus où vous en êtes. Alors je vous laisse imaginer un peu avec tous les combos de notre range et les mix de sizing. Donc lorsque vous entendez des joueurs dire qu'ils jouent une stratégie GTO, en réalité, ils ne jouent pas vraiment une stratégie GTO. Ils jouent simplement une stratégie qu'ils pensent se rapprocher de la stratégie GTO. On parle alors d'approximation de la stratégie GTO. Ce qui signifie souvent que les joueurs en question ont étudié la stratégie GTO et en ont tiré des concepts souvent simplifiés qui leur permettent de créer leur propre stratégie basée sur ces concepts. Mais alors du coup, quand est-ce qu'on devrait appliquer cette stratégie ? En théorie, ça serait dans le cas de figure où on fait face à un adversaire qui joue parfaitement. En gros, on devrait jouer GTO si l'adversaire lui-même joue GTO, ce qui, soit dit en passant, mènerait les deux joueurs à leur perte, puisqu'aucun des deux ne l'emporterait sur le long terme, et du coup, c'est tout bénef pour la room. Mais en gros, dans le cas de figure où on serait face à un adversaire qui joue parfaitement GTO, on devrait nous aussi jouer GTO. Dans le cas contraire, on deviendrait perdant car il n'y a pas de déviation stratégique qui puisse rendre notre EV meilleur. Il n'y a que des déviations qui peuvent la rendre moins bonne et c'est ce qu'on appelle l'équilibre de Nash. Aucun des deux joueurs n'a d'intérêt de dévier de cet équilibre. Cela étant dit, ce n'est pas quelque chose de possible car jusqu'à preuve du contraire, aucun joueur ne joue GTO. Du coup, est-ce qu'on a vraiment des raisons de jouer une stratégie basée sur des concepts GTO en pratique ? Eh bien, c'est quelque chose que l'on devrait faire seulement dans le cas où on n'aurait pas de clair exploit, dans une situation donnée. Comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, exploit et GTO ne sont pas deux stratégies opposées, la GTO étant l'exploit max versus une stratégie GTO. Donc à partir du moment où on se retrouve dans une situation dans laquelle on n'a pas vraiment d'exploit évident, alors on devrait tendre à jouer une stratégie basée sur les concepts GTO. À partir du moment où on a la possibilité d'exploiter notre adversaire, alors on devrait employer une stratégie exploitante. Mais lorsque ce n'est pas le cas, on devrait plutôt se tourner vers une stratégie basée sur les concepts GTO. La question logique qui apparaît, c'est comment sait-on que l'adversaire est exploitable ? Alors il y a différentes méthodes
La première serait simplement basée sur une approche purement mathématique, à savoir par exemple sur la river, lorsqu'on décide si on doit bluffer ou pas, de regarder la fréquence de fold adverse. S'il a une fréquence de fold strictement supérieure à la fréquence de fold préconisée par la MDF, alors on devrait bluff 100% de nos bluffs. Inversement, s'il a une fréquence de fold strictement inférieure à ce que préconise la MDF, on devrait alors cut tous nos bluffs, donc avoir 0 bluff. Et s'il a une fréquence de fold égale à la fréquence préconisée par la MDF, alors on n'a pas d'exploit et on devrait utiliser une stratégie basée sur des concepts GTO, à savoir avoir un ratio value-bluff équilibré avec une sélection de nos bluffs en fonction des différents facteurs comme les bloqueurs. Autre méthode, étudier les déviations de l'adversaire comparées à la stratégie GTO. Donc pour faire simple, dans un spot donné, si l'adversaire est censé miser à une certaine fréquence et qu'en pratique il ne mise pas à cette fréquence, alors il dévie de la stratégie GTO et il y a probablement un moyen d'exploiter ça. J'ai pris l'exemple d'une mise, mais c'est la même chose en défense. Lorsqu'on s'ébet un tiers pot sur le flop sur un certain type de board, l'adversaire est censé défendre à une certaine fréquence, et si on veut aller encore plus loin, il est même censé défendre certains types de mains à une certaine fréquence, afin de ne pas être trop déséquilibré, avec une range de défense soit trop strong, soit trop weak. Et s'il ne le fait pas, alors il est probablement exploitable. A noter aussi que ces méthodes pour trouver les déviations adverses sont également valables pour déterminer les erreurs dans notre propre jeu. Et c'est pas tant qu'on se soucie d'être équilibré ou de jouer une stratégie avec des fréquences proches des fréquences GTO, au contraire je dirais même, mais c'est surtout qu'on veut pouvoir être conscient des faiblesses de notre jeu et des opportunités d'exploit qu'on laisse à nos adversaires. En d'autres termes, on se fout de ne pas être équilibré dans certains spots, car la raison de notre déséquilibre est bien souvent qu'on exploite nous-mêmes une faiblesse adverse, mais on veut tout de même être conscient de l'opportunité de nous exploiter que cela crée pour vilain, afin de se rendre compte que vilain nous contre-exploite et de pouvoir corriger ça si nécessaire. Donc je ne vais pas rentrer plus en détail dans les mathématiques qui se cachent derrière la stratégie GTO, ni même parler de ce à quoi devrait ressembler une stratégie GTO, car le sujet est bien trop vaste pour être couvert dans une seule vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la stratégie, je vous recommande les vidéos de l'Académie Poker Black Belt. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on vient de voir et en tirer quelques conclusions, je dirais que la première chose, c'est que personne ne joue GTO. Même les meilleurs pros ne jouent pas GTO. Ils jouent un jeu avec une stratégie basée sur des concepts GTO et des déductions qu'ils ont pu tirer de leurs travaux sur l'étude de la théorie, mais ils ne jouent en aucun cas une stratégie GTO, car c'est tout simplement impossible. L'étude des concepts GTO permet de voir ce qui devrait en théorie être fait, et les déviations de ce que préconise la théorie représentent des opportunités d'exploit. Donc créer une stratégie basée sur ces concepts pour exploiter les adversaires est une très bonne chose. Tout comme le fait de pouvoir analyser et comparer sa propre stratégie avec la théorie permet de s'améliorer et de devenir plus difficile à jouer pour les adversaires. Mais encore une fois, on ne va pas vouloir utiliser une stratégie proche de la GTO de base. Et là, je m'adresse aux fervents défenseurs de l'approche full GTO qui vont dire que si on applique une stratégie proche de la GTO, on va toujours gagner. Je répondrai que ça dépend ce qu'on considère comme gagner. Car oui, effectivement, une strat GTO va print, et au plus l'adversaire va s'éloigner de la strat GTO, au plus la strat GTO va print, mais elle va aussi moins print qu'une stratégie exploitante face à un joueur qui fait des erreurs. Donc, est-ce que dans une situation donnée, gagner moins que ce qu'on pourrait gagner dans le meilleur des cas, n'est pas quelque part un peu perdre aussi? Si je peux faire 10 euros de profit avec une strat d'exploit max, mais que j'en fais que 3 avec une strat basée sur la GTO, est-ce que j'ai simplement gagné 3 euros ou est-ce que j'ai perdu 7 euros de profit comparé à ce que j'aurais pu gagner au mieux? Donc comprenez ici qu'on ne devrait pas choisir une stratégie d'exploit ou GTO au hasard. En réalité, il y a des situations pour chaque stratégie. Si j'ai un exploit évident, alors l'exploit devrait toujours être prioritaire. Si je n'ai pas d'exploit évident,
alors je devrais commencer à intégrer une strat plus GTO. Et enfin, même dans le cas d'une situation d'exploit, il peut être bon de se demander si on a plus intérêt à exploit au max, quitte à ce que l'exploit devienne extrêmement visible et que l'adversaire s'aperçoive de ce qui est en train de se passer et s'ajuste, ou est-ce qu'il est préférable d'exploit un peu moins afin que ce soit moins visible et que ça fonctionne plus longtemps. Auquel cas, il pourrait être intéressant de comparer avec la strat GTO pour savoir si c'est toujours plus profitable. Autre chose, cette fois-ci pour les défenseurs du full exploit, la stratégie GTO n'est pas une stratégie break-even. La stratégie GTO est break-even seulement face à un autre joueur qui joue aussi GTO. Autrement, dans toutes les autres situations, la stratégie GTO assure un win rate minimum. Et plus l'adversaire dévie largement de la strat GTO, plus le win rate de la strat GTO augmente. Au final, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que peu importe la stratégie, notre but en tant que joueur de poker devrait être de générer le maximum de profit. Et pour générer le maximum de profit, il convient de s'adapter au mieux à la situation. Et pour pouvoir s'adapter au mieux à la situation, il faut comprendre et savoir comment exploit. Et pour comprendre et savoir comment exploit, il est nécessaire de connaître aussi la théorie. Donc voilà, c'était un petit aperçu du concept de Game Theory Optimal. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à l'écrire dans les commentaires. Pour plus de vidéos stratégiques, vous pouvez me retrouver sur l'académie pokerblackbelt.fr. Je vous mets aussi en description les liens pour les packs de statistiques end-to-note. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.